Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans No Spoiler, la nouvelle émission qui vous emmène dans les coulisses de vos séries et de vos films préférés. Je m'appelle Anthony Tueni et je vous propose qu'on aille à la rencontre des créateurs et des créatrices qui se cachent derrière les dernières fictions du moment. On discutera avec eux de leur univers, de leur inspiration, de comment s'est déroulé leur processus de travail et de toutes les leçons qu'ils en ont tirées. Alors que vous soyez scénariste émergent, que vous soyez scénariste professionnel, passionné de séries et de films ou juste curieux du monde audiovisuel, ce podcast est fait pour vous. Aujourd'hui, on va parler de Pandore, un thriller politique qui a été diffusé par la RTBF et qui a connu un véritable succès. Si vous ne les avez pas encore vus, les 2 premières saisons sont disponibles en streaming sur la plateforme Ovio et une chose est sûre, elles sont pleines de rebondissements. Bande annonce. Monsieur, qu'est-ce que vous faites là? S'ils appellent la police, vous pouvez leur demander d'appeler mon avocate, Maître Delval. Vous avez volé un logiciel à votre employeur? Non. J'ai copié des images de personnes âgées, filmées à leur insu par leur téléphone. C'est de la surveillance de masse. Qu'est-ce que tu dirais de faire passer ta loi au XXIe siècle, à l'ère du digital? Je vais jamais m'associer à une entreprise qu'un procès au cul. Avec Delval à la défense. Ok, je savais pas que t'avais perdu tes couilles en devenant ministre. Une appli qui peut alerter directement les forces de l'ordre. C'est le futur? Sauf que c'est pas légal. Non, mais ça va le devenir. Yes! Je te jure que je vais pas te lâcher, connard! Anne Savina Vania, bonjour. Pour commencer, est-ce que vous pouvez rapidement nous présenter votre parcours et votre rôle dans la création de la série? Bonjour, moi c'est Savina et donc je suis co-créatrice, co-scénariste et co-réalisatrice de la série Pandore. Moi c'est Anne, je suis co-créatrice, co-scénariste et comédienne. Et moi c'est Vania Le Turc, je suis donc co-créatrice, co-scénariste et co-réalisatrice de Pandore, saison 1 et 2. Super. Pandore, c'est quand même une des rares séries politiques qu'on a dans le paysage belge francophone. Quand vous avez lancé ce projet, est-ce que vous sentiez qu'il y avait un manque pour ce genre d'histoire-là? Je ne pense pas que notre démarche est venue d'un manque de séries politiques. Il y a eu plusieurs hasards qui ont fait qu'on s'est retrouvés à avoir la volonté de réfléchir à un projet de série entre nous. Et je pense que ce qui nous motivait le plus au départ et qui a rejoint l'arène politique, c'est la question de la place des femmes ici et aujourd'hui. Et la question de se dire, non, on n'est pas traité pareil, on n'a pas la même vie, on n'a pas les mêmes chances et les mêmes droits, même ici aujourd'hui en tant que femme. Et donc très vite, quand on a cherché des arènes pour parler de ça, il y a la question de la justice et la question de la politique qui sont venues à travers ces 2 personnages principaux. Justement, tu parlais de la politique belge. Ça ne doit pas toujours être évident à comprendre, mais vous avez réussi à rendre ça attrayant. Est-ce que ça a été difficile? Ça a été un enjeu de vulgariser ça pour le grand public? Oui, on a dû nous-mêmes s'y intéresser parce que c'est vrai que la politique belge, c'est avant tout complexe. Et avec, oui, c'est ça, toutes les régions, les différents gouvernements, etc. Donc on a passé du temps à apprendre, en fait, comment ça fonctionnait, à rencontrer des gens et à lire. Et effectivement, on a été aussi bien conseillés. Et on a construit l'histoire tout en apprenant comment fonctionnait la politique belge. Et en saison 2 encore, parce que cette fois-ci, c'était comment faire passer une loi. Et donc ça, c'était un nouveau chapitre. La saison 1, c'était plutôt comment gagner les élections. Et donc la saison 2, c'était comment faire passer une loi au Parlement. Et personnellement, dans la fiction, moi, ce qui m'a aidé à comprendre la politique belge, c'est de regarder Borgen. Et donc, Borgen m'a aidé à comprendre comment on crée un gouvernement de coalition, etc. Enfin, des tas de choses. Et donc, ce qui est génial, c'est de se dire, si moi, cette série danoise m'a aidé à comprendre mon pays, peut-être que nous, on peut donner aussi à comprendre aux gens des choses, des concepts qui paraissent loin, ou le fait que la politique semble compliquée pour tout le monde, donc on a l'impression qu'on n'a pas tellement de pouvoir. Parfois, on se sent loin des politiques et on a l'impression qu'on n'a pas tant de pouvoir que ça. Je crois que nous, le fait d'aller fouiller ça, d'aller comprendre et d'arriver peut-être à le vulgariser, ça nous donne un sentiment que c'est plus accessible, en fait, que si, en tant que citoyen, on a une capacité d'action. Est-ce que vous avez l'impression que ça a encouragé justement certains débats de société, vos 2 saisons? Est-ce que vous avez eu des retours par rapport à ça? Oula. À l'époque de la politique actuelle ou la façon dont ça marche, de ramassage d'électeurs, etc. Ça, on a eu beaucoup de retours comme ça quand même en saison 1 sur le fait qu'un homme politique avait utilisé un fait divers pour se mettre en avant. C'était quelque chose qui parlait, mais effectivement, on ne fait pas tellement débat
même si, en fait, peut-être, on espérait quand même qu'il y ait des débats à la machine à café sur certaines choses par rapport au fait que Marc n'était pas que un politicien véreux, c'était aussi quelqu'un qui avait un projet politique et jusqu'où la fin justifie les moyens. Enfin, on a essayé quand même de nuancer le propos à toutes les étapes. Ouais, bien Donc, je parle pas pour nous, je parle pas de ce que nous on a fait, mais moi je suis convaincue dans la vie que la fiction peut faire bouger les mentalités, peut faire bouger politiquement les choses, et que la fiction c'est pas du divertissement, c'est pas inutile. C'est une manière très accessible de faire réfléchir tout le monde sur ce qu'on vit et de se dire tiens, si ça existe dans la fiction, pourquoi ça n'existerait pas en vrai? Enfin, je parlais de Borgen, mais la première fois qu'une femme a été élue, s'est retrouvée à la tête du gouvernement danois, c'était après Borgen. Je crois. Enfin, il y a des histoires comme ça. Ça arrive un peu tout le temps que les portes qu'on ouvre dans la fiction ouvrent des portes dans l'imaginaire des gens aussi. Et c'est vrai que nous, on a été attentifs à certaines choses comme ça. Avec des petites choses, on a mis une femme première ministre belge, socialiste. Je dis ça comme ça. Et est-ce que justement, dans le monde politique, vous avez parfois eu des échanges avec des personnes qui étaient impliquées, qui vous ont donné des retours sur votre série? Oui. Parfois, on ne leur avait pas demandé. Okay. Voilà, celui dont nous ne citerons pas le nom. Mais là, on est allé chercher de l'information pour la saison 2, comme on l'avait fait pour la 1, et on a rencontré certaines personnes mais qui ne veulent pas forcément être citées, ou des gens qui travaillent dans des cabinets et qui nous ont vraiment aidés à savoir comment ça se passe en interne, effectivement. Oui, bien sûr. Justement, par rapport à ce que vous avez eu comme aide pour l'expertise, comment est-ce que vous avez fait? Parce que c'est quand même un milieu très particulier. Est-ce que vous avez toujours été accompagné d'experts en particulier? Est-ce que l'une d'entre vous avait une affinité pour ce milieu-là avant de travailler sur la série? Comment est-ce que vous avez organisé ça? Moi, personnellement, je n'avais pas d'affinité particulière pour le monde politique, mais c'est vrai que tous les gens qu'on a contactés, aussi bien dans le monde juridique, politique, de protection des données pour les lobbyistes, les portes se sont toujours ouvertes et les gens étaient vraiment généreux, disponibles, avaient même envie de communiquer sur leur boulot, sur leur expertise, et c'était plutôt un travail très agréable à faire parce qu'on était vraiment très bien accueillis. Je crois qu'en général, les gens aiment bien. Je dis ça parce que si on doit parler scénario, écriture, souvent les gens aiment bien parler de ce qu'ils font et qu'on les écoute. Ouais. Et donc, l'étape de se renseigner, de se documenter, etc., elle est à la fois hyper nourrissante pour nous en tant qu'auteurs, mais en fait, au pire, on se prend un nom. Mais ça vaut toujours bien la peine de demander, quoi. Oui, bien sûr, évidemment. Et justement, côté inspiration, est-ce que vous êtes souvent allé chercher dans l'actualité pour des faits divers, ou bien est-ce que c'est plutôt venu d'ailleurs en fonction de ce dont vous aviez besoin pour l'évolution de vos personnages? C'est vrai que dans la saison 2, tout le capitalisme de surveillance, ce qu'on fait de nos données, etc., c'est quelque chose qui nous questionne, nous, en tant que personnes. Et donc, on s'est dit, tiens, ce serait chouette On sent que c'est un sujet de société inévitable et qui va devenir de plus en plus important. Et donc, c'était chouette de parler de ça parce qu'alors, on a l'impression de participer un peu à peut-être pas un vrai débat, mais en tout cas, une réflexion. Puisqu'on met quand même des questions dans la tête des spectateurs. Et donc... Et en sachant qu'effectivement, il n'y a pas encore assez de lois, il n'y a pas encore assez d'encadrement de toutes ces choses aujourd'hui. Donc on espère que les choses vont évoluer dans le bon sens. Ouais, ok, d'accord. Et par rapport au réalisme, parce que ce qui fonctionne super bien dans la série, c'est justement que tout est très réaliste. Mais j'imagine que ça doit être aussi parfois une contrainte, parce que si vous avez des idées et que vous vous rendez compte que en fait, c'est pas crédible, ça vous est arrivé souvent dans la conception de la série? Oui, et ça nous a beaucoup appris comme scénaristes à trouver des chemins de crédibilité. C'est-à-dire qu'on sait qu'on veut faire quelque chose, on sait ce qu'on veut dire avec ça, on se renseigne et on voit ce qui est possible. Et puis on se rend compte que, par exemple, le temps de la justice est 1000 fois plus long que le temps de la fiction. Et donc, comment on trouve des astuces scénaristiques pour qu'en fait, il y a moyen que ce procès ait lieu 2 mois après, parce qu'en fait, on a trouvé un truc qu'on a été chercher. Et donc, tu cibles tes recherches parce que tu sais que tu vas chercher un moyen que ça aille plus vite, par exemple. Et de la même façon, dans la saison 2, tout le travail sur cette loi et le moment où elle passe, peut-être que dans la réalité, ça aurait été un peu plus long, mais nous, ça nous intéresse que le personnage veuille accélérer ce temps, justement, et qu'il l'utilise politiquement. Donc, ça nous force à chercher des chemins de fiction. On sait qu'on n'est pas complètement 100% réaliste, on est plausible, mais il y a des choses qui ne se passeraient pas tout à fait comme ça. Mais l'important, c'était que les gens et les milieux dont on parle ne se sentent pas trahis, qu'ils voient ça et qu'ils se disent pas c'est n'importe quoi, c'est pas du tout comme ça que ça se passe.
Et en l'occurrence, les retours qu'on avait eu sur la 1 étaient très positifs. Là, sur la 2, c'est vrai que j'ai eu le retour d'une lanceuse d'alerte qu'on avait rencontrée qui trouve ça juste, même si elle me dit « je vois bien là où vous avez fictionnalisé ». Mais ça lui pose pas de problème parce que ce qu'on veut raconter, le sens de ce qu'on veut raconter lui semble juste. Ouais. Voilà, je crois que c'est cette nuance-là d'essayer de... Vous êtes passé du coup d'une première saison à une deuxième saison, sachant qu'évidemment la première saison avait déjà été un succès et avait très bien été accueillie. Il y a eu la demande de la chaîne qui vous a proposé de refaire une autre saison, mais qu'est-ce qui vous a, vous, le plus motivé dans l'expérience de recommencer à écrire ? Je pense que le succès déjà de la première saison était très motivant, et puis on s'est, pour ma part en tout cas, fortement attaché à nos personnages. Et c'est vrai que c'est compliqué quand on nous propose de pouvoir continuer de vivre un peu avec eux, de les accompagner et de voir comment ils évoluent. C'est extrêmement tentant. Moi j'avais envie de savoir où allait aller Claire et ce qu'elle allait faire et comment elle allait évoluer, comment est-ce qu'elle allait vivre cette frustration de ne pas avoir pu faire justice. Tout ça, c'était des questions qui étaient restées en suspens, qui étaient tentantes de continuer à explorer. Et outre ce besoin justement de faire justice, il y a d'autres aspects de l'histoire en saison 1 que vous vouliez justement un peu creuser pour cette saison 2 ? On ne voulait pas faire une suite qui ne soit qu'une suite. C'est-à-dire que nous, on trouve ça assez frustrant quand on voit la suite d'une saison qui est juste la continuité du déroulé de la saison 1. Ce n'était pas l'idée. C'est aussi pour ça qu'il y a 2 ans entre les deux, qui sont aussi les 2 années qu'il y a eu entre les 2 diffusions. Donc les personnages ont évolué, sont 2 ans plus tard, et on ne voulait pas juste traiter de « tiens, qu'est-ce qui s'est passé dans la 1 et qui n'a pas été résolu ?» Il y a des choses qui n'ont pas été résolues dans la 1 qui vont continuer à se résoudre dans la 2, mais on voulait qu'il y ait une intrigue à part entière sur cette saison 2. Donc on a vraiment voulu repartir en se disant voilà, où est-ce qu'on retrouve nos personnages et quelle est la nouvelle intrigue qui va les faire se mettre en action et peut-être se recroiser, se rencontrer et régler d'autres choses. Mais on n'avait pas envie de juste seulement la suite, en fait. Et le fait de justement avoir une nouvelle intrigue, ça a changé certaines choses dans le ton, dans les inspirations. Tu parlais tout à l'heure de Borgen. C'était peut-être plus pour la saison 1 ou bien ça a été pour les 2 saisons ? Est-ce que vous avez eu des codes différents parce que justement l'intrigue avait changé ? C'est surtout que ça a amené un nouveau domaine sur lequel on devait se renseigner et qu'on ne connaissait de nouveau pas, puisqu'en saison 1, on avait justice politique et le monde des médias. Qui étaient 3 mondes qu'on ne connaissait pas, et donc on a dû travailler là-dessus. Et puis en saison 2, il y a toutes ces questions d'informatique, d'application, de surveillance, etc. Et donc on a dû se lancer dans essayer de comprendre toutes ces choses-là. Et donc c'était un nouveau domaine de recherche et de documentation, puisqu'il fallait rendre compte de ça le plus précisément possible. Et parce que l'intrigue reposait aussi sur des questions vraiment d'informatique et de... Voilà. Oui, c'est sûr. Mais si je peux juste dire un truc par rapport à la recherche, parce que c'était une question qu'on s'est posée en tant que scénariste, tu peux aussi commencer une recherche vague comme ça, mais alors c'est un peu, surtout dans les domaines pointus comme la technologie, et ça, tu peux te sentir vite perdu. Donc en fait, on s'est rendu compte qu'on pouvait quand même avancer sur des questions narratives en faisant des suppositions techniques, en sachant pas si les choses étaient possibles ou pas, mais en se disant on aimerait bien qu'il se passe ça et puis ça et puis ça. Et puis d'aller poser des questions plus précises à des gens. Parce que sinon, tu peux perdre aussi un temps fou, je crois. Ouais. Et ça peut te sembler impossible, parce que tu te dis, mais quel domaine... Donc voilà, c'était juste un truc de scénariste, mais je trouve qu'il nous a été utile pour pas non plus se perdre complètement dans la recherche. Quoi. Parfois, la recherche te donne des idées de retournement ou de plot. Et parfois, effectivement, il y a des frustrations où quelqu'un te dit non, mais ça, c'est juste pas possible. Et donc, tu fais bon, ok. Mais même si. J'imagine. Justement, Anne, je voulais te poser la question par rapport à ton personnage, vu que toi, tu es impliquée à la fois en tant que comédienne et en même temps en tant que scénariste. Ça a contribué de façon différente pour la saison 2, le fait d'avoir joué le personnage pendant une saison ? Mais je pense que pour tous nos personnages, le fait de leur avoir donné vie, de les avoir vus interpréter, et tous les comédiens ont apporté énormément de choses, chacun à leur personnage. À partir du moment où ils prennent vie, ça les nourrit beaucoup. Et je pense que du coup, repartir sur la 2e saison, on était chargé de tout ça, de toute cette saison 1, et de ce que chacun a apporté à son personnage. C'était bien, on a fait quand même en amont pas mal de lectures et proposé aux comédiens de lire avant la fin du processus d'écriture pour que justement qu'ils puissent nous nourrir et nous donner des
des inspirations, des avis, plein de choses auxquelles on n'aurait pas forcément pensé et qui ont vraiment nourri les personnages. Et est-ce qu'il y a eu une implication du fait que vous aviez déjà des retours sur la saison 1 par rapport justement aux personnages que vous aviez créés? Est-ce que, par exemple, vous avez donné plus d'importance à un personnage secondaire parce que vous avez eu des feedbacks qui étaient assez positifs? Ou l'inverse? Oui, il y avait des feedbacks qui étaient très positifs. Mais c'était, je crois, un désir aussi, après avoir travaillé avec les comédiens, d'avoir envie de creuser plus certains personnages. Mais on aurait bien aimé les creuser tous, je pense. Enfin, ils étaient tous... Voilà, après, il y a aussi ce que le plot et ce que la ligne directrice de l'histoire qu'on raconte implique. Et parfois, c'est pas toujours une volonté, c'est parfois l'histoire qui nous oblige à faire intervenir un personnage plus parce qu'il est utile à faire avancer le plot. Mais on peut dire rien, mais oui, c'est ça. Les sidekicks, en général, ont été très appréciés, que ce soit Christelle ou Samuel. Et donc, c'est vrai que c'est des personnages qui étaient là plus pour rebondir contre le personnage principal, et ils sont devenus des personnages principaux eux-mêmes, en fait. Mais c'était une envie qu'on a... Enfin, ça rejoignait le retour qu'on a eu du public, c'est ça qui est chouette, rejoignait, nous, le plaisir qu'on avait eu à travailler avec eux et à créer ces personnages-là. Donc, c'était très bien, on se forçait à rien, on avait juste envie nous aussi, de les retrouver, de leur donner plus de place. Donc, c'était très bien. Ouais. Et parfois, effectivement, il y a des personnages qu'on pensait retrouver puis qui n'avaient pas de fonction dans cette intrigue-là. Et voilà. Ouais. Et la particularité aussi, c'est que vous avez toutes les trois des casquettes qui vous permettent d'être sur le tournage, puisque deux d'entre vous sont réalisatrices et toi, Anne, tu es la comédienne principale. Est-ce que ça vous a donné la liberté de réécrire parfois des dialogues quand vous voyez sur le moment même que ça fonctionnait un peu bof, ou bien ça, vous n'avez pas trop recours? Bien sûr. Okay. En répétition. Le jour même sur le plateau, c'est tellement serré, les journées de tournage de série, que c'est rare, même si ça arrive encore. Mais bien sûr, oui, on répète avec les comédiens, on réécrit les dialogues, etc. Et oui. Et c'est vrai que je ne sais pas comment ça se passerait si ce n'était pas nous. Ouais. Si d'autres réalisateurs auraient osé, ou si on réalisait le texte de quelqu'un d'autre, est-ce qu'on se permettrait de le changer à... Je sais pas. Ouais. Et puis comme nous, si on change quelque chose dans une scène, on a tout de suite en tête toutes les implications que ça crée à l'écriture. C'est-à-dire qu'on sait, on a fait tout le chemin. Donc on se dit, OK, si quelqu'un nous suggère, que ce soit de l'équipe technique ou un comédien ou un truc, que finalement la porte va être là et pas là, et qu'il va l'ouvrir à tel moment, nous, on sait qu'en fait, on a aussi besoin, dans l'épisode 6, scène 615, que la porte, elle s'ouvre comme ça. Enfin, je parle de porte, mais on peut parler de plein de choses. Et donc on peut être garante et on peut prendre des décisions plus éclairées, je pense. Ouais. Aussi une question par rapport au fait d'avoir une saison 2 qui a été conçue après avoir eu une saison 1 qui a déjà été diffusée. Ça vous a permis d'apprendre des leçons sur la saison 1 que vous avez vraiment appliquées pour l'écriture de la saison 2. J'imagine qu'il y a une facilité, mais il y a aussi peut-être des nouvelles contraintes. Oui, c'est pas tant la diffusion, je pense, qui nous a appris des choses. J'ai l'impression que c'est tout le processus de fabrication. Avoir écrit toute une série, se retrouver à la préparer, à la réaliser et puis à la monter, et être tout le temps ensemble pendant tout ce processus, puisque Anne était tout le temps au plateau pour jouer, et puis elle était tout le temps avec nous en salle de montage, passant d'une salle de montage à l'autre. Donc tout ce processus, on l'a suivi. Donc on sait là où on a eu des difficultés, que ce soit au tournage, en montage, de la saison 1. Et donc on partait enrichi de cette expérience-là, en fait. Voilà. Ça n'empêche pas après de nouveau buter sur des choses parfois, mais il y avait cette conscience de tiens, qu'est-ce qui a été simple, pas simple, qu'est-ce qu'il faut faire, pas faire, voilà. Qu'est-ce qui permet de réécrire en montage si on fait une temporalité sur un épisode qui est extrêmement précise et où l'épisode commence le matin, se termine la nuit et entre les heures sont hyper précises, au montage, on ne pourra jamais intervertir si le rythme ne fonctionne pas. Donc ça, il faut le savoir. Enfin, le fait de l'avoir fait nous a fait apprendre des choses comme ça qu'après, on décide ou non de refaire. Parfois, on refait des trucs en se disant, ça sera difficile, ça sera comme ça, mais on le fait quand même parce qu'on a aimé. Donc finalement, comme tu disais, c'est finalement plus le tournage de la saison 1 qui vous a servi à mieux écrire en saison 2. Je pense. Quelque part, l'écriture de la saison 1. Ouais. Tournage et montage, je pense. Ouais. D'accord. Moi, je pense que le montage, c'est une grande, grande école de scénario. Et il y a des choses des nouvelles difficultés qui sont apparues que vous n'aviez pas anticipé, que vous n'aviez pas rencontré sur la saison 1 et que vous avez plutôt rencontré sur la saison 2? Le fait d'écrire plus vite, déjà. Ouais. Cette grosse contrainte-là qu'on n'avait pas eue en saison 1, où on a pris beaucoup de temps à savoir ce qu'on avait envie de raconter, ce qu'on avait envie de
de dire. On a pris du temps et qu'on a moins eu en saison 2, donc il a fallu aller beaucoup plus vite. On avait l'expérience de la saison 1, mais en même temps, oui, on avait moins de temps moins de recul, en fait. Ouais. Et je pense que ça, c'est important d'avoir du recul, de pouvoir laisser poser les choses et d'y revenir. Mais ce temps-là, on l'a pas trop eu. Pas du tout eu. Oui, mais bon, après, c'était pas confortable du tout pour nous, mais au résultat, ça ne se sent pas. Donc, c'est pas... Oui. C'est juste que c'était pas agréable, mais c'était pas qu'on a eu besoin... Enfin, on a fait sans ce recul et ça a été. Ouais. Mais parce qu'on avait l'expérience de la saison 1. Oui, voilà. Si on avait dû faire une saison 1 avec ce temps-là, je pense que ça aurait été compliqué. Bien et sûr. les personnages étaient créés à part celui d'Alix, mais je veux dire, ça aussi, c'est tout un temps qu'on a gagné, forcément. C'est sûr. Parce qu'on les entendait déjà parler dans notre tête. Bon. Mais après, c'est vrai qu'on s'est rendu compte qu'on s'est mis des petits pièges en saison 1 auxquels on ne s'attendait pas. C'est-à-dire que, tiens, on a fini la saison 1 comme ça. Bah, il va falloir répondre à cette scène de fin de saison 1. Et donc de se dire, tiens, on n'avait pas appréhendé le fait qu'il fallait répondre aux questions qu'on avait laissées en suspens, absolument. Enfin, on avait fait la 1 comme ça, en se disant, on le fait, on verra. On voulait laisser une possibilité de saison 2, mais on n'avait pas déjà réfléchi à la 2. Et c'est vrai que là, on part pas, c'est pas une page blanche. Autant il y a tous ces personnages qui ont vécu ce qu'ils ont vécu, mais il y a aussi des scènes très emblématiques qu'on a laissées et des portes qui ne se sont pas refermées ou d'autres qui se sont fermées et on doit faire avec, en fait. Et donc, on est obligé de repartir avec les petites contraintes qu'on s'est mises nous-mêmes. Ça, j'ai l'impression que c'est souvent le cas qu'en fin de saison, on met des cliffhangers et puis après, on va devoir payer l'addition pour la saison d'après. C'est ça. C'est intéressant. Parfois, ça peut être aussi des contraintes créatives. Oui, peut-être. je pense. Parce que, en fait, le fait que justement d'avoir un temps réduit et une écriture très technique, parce que la série, c'est quand même très technique, c'est X épisodes, autant de cliffhangers, autant de machins, autant de... les contraintes, parfois, elles sont bien parce qu'elles te permettent de ne pas partir dans tous les sens et de pas... T'as pas le temps physiquement, et c'était un truc à apprendre aussi. Autant sur la 1, on était libre, on partait de rien, on pouvait faire ce qu'on voulait. Là, sur la 2, il y avait quelque chose qui existait et que souvent, on a dû se rappeler, on va faire du mieux possible avec ce qu'on a, sur le temps qu'on a, et c'est comme ça. Et on suit cette contrainte, et avec ce qu'on a déjà lancé. Et cet exercice, il est intéressant aussi. Parfois, il peut y avoir des moments de frustration, de se dire, tiens, on voudrait être plus libre. Et pourtant, c'est pas mal, en fait, d'apprendre à travailler avec tout un cadre comme ça qui te permet de te dire, tu réfléchis dans ce cadre. Et pas tu réfléchis à toutes les possibilités narratives qui existent sur la Terre, sinon tu es encore là dans 10 ans. Mais on avait une contrainte, ça c'est un truc technique, mais comme on a élevé pas mal de personnages comme personnages co-principaux, je dirais, ça au niveau technique, c'était un peu compliqué parfois, parce qu'il y en avait où on voulait... il y avait juste un truc temporel où, tu vois, leur ligne narrative devait prendre plus de temps, d'autres où ça allait très vite, et comment recouper de l'un à l'autre. Quand il y en a 2, c'est déjà compliqué, mais là, il y en avait 4 ou parfois 5, et donc ça, techniquement, parfois, c'était dur dans l'écriture. C'était un peu un piège qu'on n'avait pas vu venir, je crois, dans les saisons 2, au début. Justement, je voulais vous demander pour la saison 2, est-ce qu'il y a quand même des leçons que vous avez tirées? Parce qu'évidemment, c'est plus simple d'avoir le recul sur la saison 1 maintenant que vous avez écrit la saison 2. Est-ce que vous avez déjà un petit peu du recul sur la saison 2 pour dire quelles sont les leçons? Non, c'est plus des envies. C'est de se dire, tiens, au tournage, on a été un peu frustrés parce qu'on avait moins d'extérieur nuit. Et en fait, les extérieurs nuits, c'est quand même très joli à filmer. Et donc, on s'est dit, allez, si on fait une 3, on essaiera de refaire des extérieurs nuits. Mais en fait, non, ça marche pas comme ça. Si on fait une 3, on verra ce que ça raconte la 3 et on verra ce que ça entraîne. Bien sûr. Je sais pas si on a tellement déjà de choses qu'on a apprises de la 2, là, déjà. Non, moi, je trouve qu'on a appris sur nos personnages encore plus. Et donc, je pense que si on continue, on ira sans doute encore plus loin, creuser dans leur psychologie. Mais non, sinon, peut-être techniquement... une expérience qui s'acquiert au fur et à mesure. Et donc, on l'a fait déjà 2 fois. Et donc, on se sent peut-être moins effrayé que les premières fois à le refaire, ou que ce soit si c'est une saison 3 de Pandore ou une autre série. C'est comme si, ça devient un muscle qu'on a beaucoup travaillé, et où s'il faut refaire le même sport, on se dit, allez, on l'a déjà fait, normalement, on devrait y arriver. On devrait le faire un peu plus détendu, je pense, à chaque fois. Vous êtes en train de justement toujours attaquer des débats qui sont évidemment importants et de société actuelle. En même temps, j'imagine que vous avez peut-être dans votre groupe les mêmes avis sur le sujet, ou bien pas forcément. C'était une question. Pas forcément. C'est un truc qu'on a vraiment appris sur la 1, c'est que parfois on perdait beaucoup de temps en salle d'écriture à un peu s'engueuler parce qu'on n'avait pas le même avis. D'accord. Et on a une personne qui a chapeauté l'écriture des 2 saisons, qui est Willem Wallijn, qui est notre script doctor, consultant, etc. Et en fait, il nous a appris
plein de choses de type, en fait, vous arrêtez tout de suite de vous disputer. Ces 3 avis, vous avez suffisamment de personnages pour donner tous ces avis, au moins à un personnage. Et vous laissez le spectateur faire ce débat, à la machine à café, comme disait Savina tout à l'heure. En fait, ce qui est important et ce qui est intéressant, c'est pas de dire aux gens quoi penser, c'est de leur donner un panel de choses et qu'après, on les amène à réfléchir à ce qu'eux y pensent et à peut-être changer, peut-être bouger. Et donc, c'est un truc qu'on a appris et qu'on a retenu. C'est quand on n'est pas d'accord, super, gardons ça, fixons ça et mettons-le à travers les personnages. C'est pas évident parce qu'on aime bien avoir raison et que des fois on aime bien débattre et que ça fait partie aussi de l'amitié qui s'est créée entre nous. C'est de pouvoir discuter de tous ces sujets et de pouvoir bouger aussi en entendant les autres. Mais c'est super intéressant, je trouve, de faire ce chemin, de se dire tu n'es pas garante du fait que toute ta série et tous tes personnages aient les mêmes valeurs que toi, surtout pas. Sinon, c'est pas de la fiction, en fait. Sinon, c'est un pamphlet ou c'est une leçon de morale. Et c'est pas ce qu'on voulait faire. On voulait pas faire une leçon de morale. On voulait montrer un panel de personnages, comme on le disait, très complexes et qui peuvent avoir des opinions très divergentes et où parfois on peut se surprendre à se dire tiens, ce mec-là, dont les opinions politiques sont pas du tout les mêmes que moi, sur ce point-là, je suis d'accord avec lui. Et à l'inverse, cette femme dont j'admire le combat et le courage, etc., là, je suis pas d'accord avec elle quand elle fait ça. Ouais. Et voilà. Ouais. Je pense que c'est surtout en série, en plus, que c'est vraiment important d'avoir des points de vue vraiment différents qui sont défendus à la même valeur, quoi. Ça, c'est, du coup, pour en revenir à cette question-là, c'est quelque chose que dans la Writers' Room, que vous aviez souvent comme impression, que vous aviez vraiment des avis qui étaient fort différents, ou bien ça va dans l'ensemble? Non, dans l'ensemble, on est quand même guidés par des mêmes valeurs, sinon on ne se serait pas mis à écrire ensemble. Non, ce qu'il y a de bien, c'est que la base est... Enfin, globalement, on s'entend très bien, on est amis et on partage des valeurs vraiment communes. Sinon, je ne crois pas qu'on pourrait être là. C'est sur des points précis où on ne s'accorde pas forcément, où on n'est pas au courant des mêmes choses ou pas d'accord avec les... Que le plus important n'est pas forcément de vouloir passer une idée, mais de construire une histoire qui soit palpitante et qu'est-ce qui fait avancer l'histoire et comment est-ce qu'on peut, à travers cette histoire, faire passer certaines de nos valeurs. Mais ce n'est pas le but en soi. Le but est de raconter quelque chose qui soit palpitant et qui donne envie. Mais le truc des valeurs, c'est intéressant. J'avais vu une masterclass comme ça de Coach K, qui s'appelle... c'est un coach d'une équipe de basketball américaine. Je ne connais pas, je ne me rappelle plus le nom, mais donc il parlait de leadership et tout ça, et il disait, dans son équipe, il a un moment où il fait des values meetings, où il parle de quelles sont nos valeurs communes. Et en fait, c'est un truc que tu crées en équipe. Et donc, j'avais pensé à nous quand j'ai regardé ce truc, parce que je m'étais dit, tiens, c'est vrai, tu as dit, on a des valeurs communes. Et je crois que c'est ça qui nous a rassemblés, qui nous a donné la force en saison 1 d'aller au bout de tout ce processus qui était quand même dur. C'était ces valeurs qu'on avait définies, en fait, un peu sans en avoir un objectif conscient, mais en discutant ensemble pendant plusieurs sessions de qu'est-ce qui nous rassemblait, qu'est-ce qui étaient les choses qui étaient importantes pour nous trois et qui ne sont pas effectivement l'ensemble de ce qui est important pour chacune de nous séparément, forcément. Et effectivement, il y a des interprétations de ces valeurs sur lesquelles parfois on discute, mais il y avait un espèce de fondamental qui fait que on savait pourquoi on était là et pourquoi on faisait ce truc. Et ça, je crois qu'effectivement, c'est sans doute une clé de cohésion d'équipe en général. Mais voilà. C'est très juste, ça rejoint des choses que moi, j'avais peut-être perdu de vue au moment du tournage. On est tellement dans le tournage qu'on réfléchit plus toujours à, de façon extérieure, qu'est-ce qu'on est en train de raconter. On est très fort dans le quotidien de cette scène-là de raconter ça, cet épisode de raconter ça. Et une fois de temps en temps, il y avait quand même des retours des gens de l'équipe qui nous disaient qu'ils étaient heureux d'être là parce qu'ils étaient heureux de participer à ce que ça raconte, ça, cette série. Et en fait, ça me faisait reprendre conscience de ce que tu dis. Mais en fait, il y a un terreau de valeurs communes au départ et il y a quelque chose quand même que raconte la série sur lequel fondamentalement on est d'accord et il faut. Et en fait, c'était agréable de voir que l'équipe venait porter ça avec nous aussi. Ouais. Ils n'étaient pas là pour cachetonner, ils n'étaient pas là pour leur fonction, ils étaient là parce qu'on portait quelque chose tous ensemble. Donc ça, c'est assez agréable de sentir que ça se transmet. Une petite question par rapport justement à la suite de vos projets. Est-ce que le fait d'avoir travaillé sur 2 saisons de Pandore, qui est une série, parce que en tant que réalisatrice, vous deux, vous aviez toutes les deux fait plutôt des longs métrages avant, donc c'est un baptême du feu. Qu'est-ce que ça a comme implication pour la suite de vos projets? Est-ce que ça vous donne envie de faire plus de séries à toutes les 3? Ou bien est-ce que c'est peut-être même une envie de faire des séries dans ce style-là? Ou est-ce que ça a une implication sur le choix de vos futurs projets?
Moi, ça me donne pas envie de refaire la même chose. Enfin, si c'est pour continuer dans ce style-là, alors continuons Pandore. Si je me relançais dans une autre série, j'aurais envie que ce soit quelque chose de différent. Enfin, là, par exemple, on m'a proposé d'aller réfléchir sur quelque chose, de peut-être rentrer dans une writer's room d'un projet qui me semblait très, très proche. Et j'avais l'impression que j'allais écrire des scènes que j'avais déjà écrites. Et donc, j'ai dit, là, ça m'intéresse pas. Je pense qu'on a chacune des envies et des projets personnels aussi qu'on veut aller explorer, chacune de notre côté. Et après... moi, de mon côté, ça m'a appris à me sentir bien dans une writer's room et de me dire, je serais très heureuse de retrouver la collectivité. De peut-être pas faire que ça toute la vie, d'avoir d'autres choses à côté. Mais l'idée du collectif, c'est vraiment tellement plus enrichissant. Parfois, la solitude, elle est nécessaire dans certains projets, dans certaines écritures, pour savoir exactement ce qu'on va porter, si c'est un projet qu'on veut porter seul, etc. J'ai pas de jugement sur l'un ou l'autre, mais en tout cas, cette ouverture à l'écriture collective, c'est vraiment... Et c'est quoi les challenges par rapport à l'écriture quand on est en groupe versus quand on est seul? Oh là là. Quand on est en groupe, il y a toujours un mur sur lequel lancer la balle et elle va rebondir. Enfin, quand on est tout seul, on peut se perdre pendant des semaines sur des fausses questions et des trucs parce qu'on essaie de se justifier. Parce qu'en fait, on a très très envie de garder cette scène, mais on ne sait pas fondamentalement ce qu'elle raconte. Enfin, nous, entre nous, ce qu'il y a de bien aussi avec le rythme d'écriture qu'on avait, c'est qu'on écrit un truc le matin, on le fait lire aux autres à midi, et il va y avoir 2 personnes qui vont me dire « Ah oui, tu tiens quelque chose » ou alors... Et en fait, du coup, on apprend aussi à pas sacraliser l'écriture, à jeter quelque chose qu'on a écrit le matin, le jeter l'après-midi, ou au contraire à fouiller, à continuer, à le passer à quelqu'un d'autre. Et donc, ça détache un tout petit peu ton ego aussi. C'est pas toi qui as créé cette œuvre. Enfin, tout est collectif tout le temps, quoi. Oui, et puis que c'est plus riche 3 têtes qui pensent qu'une seule. Enfin, voilà, je trouve. Bien sûr. Il y a une richesse de point de vue, d'imagination. Et je pense que, pour moi, le collectif, c'est vraiment quelque chose de très, très motivant et très, très agréable. Et toi, du coup, Anne, tes futurs projets sont en tant que comédienne, principalement. Oui. L'écriture, donc tu laisses ça pour Pandore. Voilà. Ok. En tout cas, pour le moment. D'accord. Donc, du coup, pour la saison 3, vous pouvez déjà confirmer qu'il y en aura une, ou bien c'est encore un secret d'État? Non, on sait pas. On sait vraiment pas. Mais on y réfléchit, de se dire, quelle serait l'idée qui nous exciterait et puis on verra si tout converge pour en faire une. Super. Bon, c'était la dernière question. En tout cas, merci à toutes d'avoir pris le temps de répondre à mes questions. C'était un véritable plaisir. Et puis évidemment, plein de succès pour la suite. Merci à tous. Merci, à bientôt. Merci. No Spoiler, c'est terminé. Ce podcast vous est présenté grâce à l'Association des scénaristes et la RTBF. Merci à Johan Massé, Aurélie Wynants, Patrick Morels et Romuald Dagry. À bientôt.